Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de design et d'intelligence artificielle. Avant de me lancer dans le sujet, un peu plus sur moi, je suis un gars de la Ville de Québec, j'étudie en design à l'Université Laval. Plus récemment, j'ai déménagé en Californie où je travaille dans une startup qui s'appelle Osmo. On fait des jeux vidéo de réalité augmentée sur iPad pour enfants. Je vous conseille d'aller voir notre site, vous allez voir, on a vraiment un produit unique, c'est vraiment nice. Notamment, cette année, on a été nommé dans le top 10 des compagnies les plus innovatrices en éducation selon Fast Company. Donc, pourquoi l'intelligence artificielle? En fait, l'année passée, j'avais déjà fait une présentation où je parlais des nouvelles technologies qui s'en viennent, qui vont un peu révolutionner le monde de l'informatique et le monde du design en même temps. J'avais parlé de réalité augmentée, réalité virtuelle, j'avais parlé de EEG. Et j'avais parlé aussi d'intelligence artificielle, mais plus sur la perspective des chatbots. Et en fait, depuis un an, ça a vraiment explosé. Et je trouvais que ça valait la peine de revenir cette année encore pour approfondir davantage le sujet par rapport au design. Donc, d'ici la fin de la présentation, mon objectif, c'est que vous sachiez comment est-ce que ça fonctionne l'intelligence artificielle. On va voir beaucoup d'exemples de comment c'est utilisé aujourd'hui dans le monde du design et quel sera l'impact pour vous en tant que designer. Et je vous promets, je ne parlerai pas de chatbot. Donc, l'intelligence artificielle, ça fait longtemps que ça existe au niveau conceptuel. Déjà dans les années 50, 60, 70, on voyait la possibilité de faire de l'intelligence artificielle s'en venir. Il y avait beaucoup d'investissements de la part des gouvernements, surtout le gouvernement américain, le gouvernement japonais dans les années 80. Beaucoup de recherches fondamentales qui se faisaient. Et au final, il ne s'est rien passé. On est tombé dans une période morte qu'on appelle un peu le AI Winter dans les années 90. Il y avait peu d'investissements qui se faisaient, peu de recherches qui se faisaient. Malgré tout, il y a une poignée de chercheurs canadiens qui croyaient encore à la possibilité de faire de l'intelligence artificielle. Geoffrey Hinton, Yann Lequin et Yoshua Bengio. Et en fait, c'est important de les mentionner parce qu'on réfère à ces gens-là à la mafia canadienne de l'intelligence artificielle, c'est pas des blagues. Et c'est tous trois des Canadiens, Yoshua qui est à Montréal ici. Et ces gens-là ont vraiment établi les bases de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et ça l'a vraiment payé. En fait, maintenant, Geoffrey Hinton est rendu un des leads AI chez Google. Yann Lequin est rendu le lead AI chez Facebook. Et Yoshua qui a décidé, malgré tout, il a refusé toutes les offres de Silicon Valley, il a décidé de rester à l'Université de Montréal ici et de se consacrer en l'enseignement. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose de vraiment louable et que ça vaut la peine de mentionner. Donc, l'intelligence artificielle, c'est vraiment partout aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, je vois, à chaque fois que je regarde les nouvelles, il y a tout le temps une nouvelle breakthrough, une nouvelle avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a vu récemment le champion du monde qui a battu, l'ordinateur qui a battu le champion du monde de Go, donc un jeu un peu comme les échecs, mais des milliards de fois plus complexe. Plus récemment, l'intelligence artificielle a battu 4 champions du monde de poker dans un tournoi qui a duré une semaine. Et à la fin de la semaine, c'était pas drôle, l'ordinateur dominait absolument tous les humains. On voit des nouvelles comme Microsoft qui fait du speech recognition qui commence à atteindre un peu le niveau humain. Même chose pour Google avec la traduction. Et on voit aussi beaucoup d'intelligence artificielle utilisée en médecine. L'intelligence artificielle est partout. Donc, on parle beaucoup de chatbots, Siri, Amazon Echo, Google Home, entre autres. Mais aussi, derrière chacun des produits technologiques que vous utilisez, que ce soit votre fil de nouvelles Facebook, votre suggestion de film Netflix ou encore les résultats de recherche Google, il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée derrière ça. Toutes les grosses compagnies en informatique embrassent l'intelligence artificielle. Google, notamment, qui a fait les manchettes récemment en annonçant qu'il était désormais AI First. Donc, au même niveau où on disait il y a quelques années, il faut être mobile first, il faut faire nos applications d'abord et avant tout sur appareils mobiles. Aujourd'hui, Google fait une transition vers le AI First. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la transition, alors qu'en 2012, il y avait peut-être une poignée de projets qui utilisaient l'intelligence artificielle, en 2015 seulement, il y en avait plus de 2700. Il y a beaucoup d'argent qui se brasse dans le domaine aussi. L'année passée, il y a eu 625 millions de dollars d'investis dans le domaine. Cette année, ça triple à 1,8 milliard d'investissements. Et les top chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle qui font littéralement des salaires de quarterback à Silicon Valley. Donc, Elon Musk qui croit personnellement que ça va être l'innovation qui va plus changer le monde à court terme. Et Andrew Ng, qui est le fondateur de Google Brain, qui pense, lui, que c'est un peu comme la nouvelle électricité, c'est-à-dire qu'au même niveau où l'électricité a révolutionné le monde dans les années 1900, l'intelligence artificielle va faire les mêmes changements aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on n'est vraiment plus dans le AI Winter, on est rendu dans le Eternal Spring de l'intelligence artificielle.
Ça veut dire que c'est une technologie qui fonctionne, qui est là pour rester. Et en tant que citoyen et en tant que designer, c'est important de comprendre cette technologie-là et de savoir en quoi est-ce que ça va avoir un impact sur nous. Donc, comment ça marche, l'intelligence artificielle? C'est quelque chose de complexe, donc c'est sûr que ça peut être un peu intimidant d'essayer de comprendre ça à la base, mais mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vulgariser vraiment comment ça fonctionne, un peu donner les bases. Un exemple, par exemple, pour faire de la reconnaissance faciale, où on a une photo et on veut que l'ordinateur puisse reconnaître le visage d'une femme. Donc, pour ce faire, on va utiliser la nature et on va utiliser l'évolution. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va créer un réseau de neurones qu'on appelle un neural network, qui est un peu un réseau, un cerveau artificiel créé à l'image du cerveau humain. Donc, ça va être toute une série de neurones qui vont communiquer entre elles. Donc, chacune de ces neurones-là vont scanner l'image à la recherche d'une configuration de pixels en particulier. Certaines de ces neurones-là vont les trouver, d'autres ne les trouveront pas. Et ensuite, les neurones vont communiquer entre elles pour avoir un consensus à savoir si oui ou non il s'agit d'un visage humain. Donc, un réseau de neurones, ça peut être extrêmement complexe. Juste les réseaux de neurones qu'on fait chez Osmo atteignent facilement 800 000 neurones. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut programmer à la main, programmer chacune de ces neurones-là individuellement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est plutôt, on va faire ce qu'on appelle du machine learning et du deep learning. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le deep learning, l'apprentissage profond, c'est vraiment une version sur les stéroïdes de machine learning. Donc, on va montrer à l'ordinateur peut-être des millions de photos avec des visages humains. Et chacune de ces photos-là va avoir été traitée par un être humain auparavant pour encercler où est le visage humain dedans. Donc, l'ordinateur va vraiment pouvoir utiliser ces photos-là pour pouvoir apprendre par lui-même à reconnaître un visage humain. Quand on donne de l'information à noter à un ordinateur, on appelle ça du supervised learning. Et je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent CAPTCHA. Vous avez probablement tous déjà utilisé ça. Donc, si vous utilisez CAPTCHA, vous allez probablement contribuer, malgré vous, à entraîner une intelligence artificielle. Donc, ici, on a un exemple, par exemple, de Google qui, très peu subtilement, utilise les CAPTCHA pour entraîner ses self-driving cars, les voitures sans conducteur, à reconnaître, par exemple, un arrêt-stop. Un dernier concept que je veux parler au niveau de l'intelligence artificielle, c'est le concept de neuroévolution. Donc, quand on entraîne un cerveau artificiel, on utilise l'évolution et la sélection naturelle. Donc, la théorie, littéralement la théorie d'évolution de Charles Darwin. Donc, vous êtes tous un peu au courant de la théorie. Donc, on commence avec un individu. L'individu va se reproduire. À chaque reproduction, il va tout le temps une certaine dose de changements aléatoires qu'on va appeler des mutations. Et certains de ces changements-là vont être positifs. Donc, l'individu suivant va survivre, va pouvoir propager ses gènes. Et certains changements vont être négatifs, ce qui va entraîner la mort de l'individu et il ne transmettra pas ses gènes. Et ensuite, on répète le même principe des milliers et des milliers de fois et on va avoir au bout du compte ce qu'on appelle un peu une évolution. Donc, je vais montrer un exemple avec Super Mario pour essayer de rendre ça un peu plus clair. Donc, ici, on a un Super Mario, en fait, un ordinateur qui joue à Super Mario Bros. Et on voit que l'ordinateur est vraiment très très bon à jouer au jeu. Comment est-ce qu'on va faire pour développer l'intelligence artificielle qui va pouvoir jouer au jeu? C'est qu'on va littéralement mettre le cerveau artificiel dans le monde de Mario. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un certain input. Donc, le carré que vous voyez sur la gauche, c'est ce que l'ordinateur voit du monde de Mario. Et on va lui donner aussi un output. Donc, on va lui donner accès à tous les contrôles du jeu. À partir de là, l'ordinateur va juste essayer toute une série de tentatives aléatoires d'appuyer sur les boutons. Et on voit que l'ordinateur est vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Toutefois, pour un certain moment, l'ordinateur va tomber aléatoirement sur la touche de droite et il va commencer à déplacer et on va voir qu'il y a un score de fitness qui va augmenter dans le haut. Donc, le score de fitness, c'est un score qu'on donne à l'ordinateur pour le récompenser d'une bonne action. Dans le cas de Mario, le score de fitness augmente quand Mario se déplace sur l'axe des X, mais aussi par rapport à son nombre de pièces d'or et son nombre de vies. Donc là, l'ordinateur a découvert la flèche de droite, il est content, il continue d'appuyer dessus, mais ça ne sera pas suffisant pour compléter le niveau. Donc, l'ordinateur va continuer à faire des tentatives aléatoires comme ça. Il va garder les trucs qui fonctionnent, il va jeter les trucs qui ne fonctionnent pas, et on va voir, au final, il va vraiment avoir un réseau de neurones qui va commencer à se développer, qui va permettre à l'ordinateur de jouer à Super Mario. Et aujourd'hui, en fait, les ordinateurs sont capables de démolir tous les jeux vidéo d'environ de Super Nintendo. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle avec les jeux vidéo aussi parce que c'est un peu une version simplifiée du monde réel. Donc, c'est un peu plus facile à apprendre pour un ordinateur que de faire des actions dans la vie réelle. Mais de plus en plus, comme ça avance, on utilise l'intelligence artificielle avec des jeux plus poussés. Comme par exemple, Google a fait un partenariat avec Grand Theft Auto pour entraîner ses self-driving cars. Et ça, c'est vraiment avantageux pour Google parce que
En fait, ils n'ont pas besoin de mettre des voitures sur la route, ils le font aussi, mais c'est très coûteux de mettre une voiture sur la route et c'est très peu dispendieux d'avoir la voiture qui apprend à conduire dans un univers virtuel. Et s'il y a un accident, ben, il n'y a pas nécessairement de dégâts matériels. Et aussi, on peut accélérer la vitesse du jeu. Donc, l'ordinateur peut jouer peut-être 1000 parties de Grand Theft Auto en même temps. Et on peut accélérer la vitesse pour faire peut-être l'espace de 1 mois d'apprentissage en peut-être l'espace de 1 journée. Donc, on vient de voir les réseaux de neurones, le machine learning, le deep learning et la neuroévolution. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire de l'intelligence artificielle? Donc, c'est quoi l'avantage d'avoir un cerveau artificiel plutôt que les humains? Une bonne métaphore, que je trouve, c'est le cerveau humain, ça serait un peu comme un oiseau, dans le fond. Et l'intelligence artificielle, c'est un jet. Donc, l'oiseau peut faire des millions de choses que le jet ne pourra jamais faire. Par contre, le jet va faire certaines choses des millions de fois plus efficaces que l'oiseau. Donc, par exemple, dans des cas où on a beaucoup d'informations, l'intelligence artificielle va être très utile. Par exemple, pour un être humain, lire un article scientifique, ça peut prendre entre 5 à 10 minutes. Pour un ordinateur, une intelligence artificielle comme Watson va être capable de lire jusqu'à 3 millions d'articles par minute. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est impossible à faire pour un être humain. Et l'ordinateur ne va jamais se fatiguer, contrairement à un humain qui serait fatigué après avoir lu peut-être 5 à 10 articles. L'ordinateur va toujours opérer à sa capacité optimum. La mémoire aussi, donc malheureusement pour les êtres humains, on est contraint par notre biologie, donc le cerveau est pris dans la boîte crânienne. On ne peut pas vraiment rajouter de la mémoire comme on fait avec des ordinateurs avec des cartes mémoire. Et au contraire, ben, les ordinateurs vont avoir accès avec le cloud à une capacité de mémoire pratiquement infinie. Et finalement, il y a aussi la connectivité qui est un des très très grands avantages. Donc malheureusement pour les humains, à chaque fois qu'on a un nouvel être humain, il faut recommencer l'apprentissage de zéro. Donc apprendre à parler, apprendre à écrire, etc. Et ben, l'ordinateur, lui, une fois qu'il a appris à faire une tâche, peut facilement copier-coller cet apprentissage-là à tous les ordinateurs. Donc, on peut estimer que si une tâche est apprise, ben, théoriquement, tous les ordinateurs de la planète seraient capables de faire la même tâche. Donc, on peut imaginer, par exemple, d'un cas d'un self-driving car qui ferait un accident. Donc, c'est pas fou de penser que quelques jours après l'accident, tous les self-driving cars sur la route seraient updatés pour ne plus jamais refaire le même type d'accident. Ce qui n'est vraiment pas quelque chose de possible avec les êtres humains. Donc, ça fait le tour un peu de la différence entre intelligence artificielle et humain. Et là, vous vous demandez probablement, OK, Tony, c'est intéressant tout ça, mais c'est quoi le lien avec le design? En quoi est-ce que ça va m'affecter l'intelligence artificielle en tant que designer? Donc, l'intelligence artificielle peut faire des choses créatives. Un premier exemple, c'est l'écriture. Donc, il y a beaucoup de sites journalistiques qui utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle pour écrire les histoires que les êtres humains ne seraient pas intéressés à écrire. Par exemple, il y a eu 2 ans, je pense, il y avait un tremblement de terre en Californie. Et quelques secondes après le tremblement de terre, il y a déjà un article qui était rédigé et publié en ligne sur le tremblement de terre. Et c'était en fait juste un ordinateur sans aucune intervention humaine qui avait pris les données et qui les avait transformées dans un langage humain. Ça, c'est très pratique, en fait, parce que pour les compagnies de nouvelles, en fait, c'est un outil qui est pratiquement gratuit, qui peut écrire jusqu'à 2000 articles par seconde et qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, même si le tremblement de terre se passe à 3 heures du matin, il y a quelqu'un qui va écrire l'article et ça va être publié quelques secondes après. Au niveau de la musique, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la musique. Donc, il y a une compagnie qui s'appelle JukeDeck. Vous pouvez aller sur leur site web, jukedeck.com. Et quand ça fonctionne, en fait, ils ont entraîné un cerveau en lui faisant écouter des millions et des millions de musiques. Et maintenant, l'ordinateur est capable de créer lui-même ses propres musiques. Donc, vous allez sur le site, vous choisissez vos instruments, vous choisissez la durée, peut-être le mood de la musique, et vous appuyez sur Create Track, et immédiatement, vous allez avoir une musique qui va être unique à vos besoins. Et ils ont fait des tests aussi, et je ne sais pas si l'audio va marcher, mais les gens sont incapables de faire la différence entre une musique qui est créée par un ordinateur et une musique qui est créée par un être humain. Donc, ici, on a un exemple de musique qui a été créée par un ordinateur. Donc, la startup a créé jusqu'à présent plus de 1 million de morceaux de musique. Donc, encore une fois, quelque chose qui serait impossible à faire par un être humain. Souvent, la musique est de qualité humaine, donc on est incapable de faire la différence. C'est un service qui est... chaque chanson est 100% unique, donc à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous avez une nouvelle musique qui est unique. Et le service est gratuit. Donc, vous pouvez l'utiliser en ce moment si vous voulez. Une autre version, et là encore, ça se rapprochait un peu plus du design graphique, une autre façon d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est le Style Transfer. Donc, il y en a dans la salle, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent l'application Prisma. C'est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour transformer des photos en un peu des œuvres d'art.
Donc, je l'ai utilisé ce matin. Et on peut voir, en fait, c'est vraiment un bon travail. L'intelligence artificielle comprend les ondes de lumière, comprend les ondes d'onde, tout ça, et est capable vraiment de transformer n'importe quelle image en un peu une œuvre d'art dans tous les styles possibles. Et c'est un peu ça, en fait, que les artistes font, surtout les artistes peintres depuis les 50 dernières années, c'est de prendre, par exemple, une scène ordinaire de la vie de tous les jours et, par une touche artistique, de venir lui donner peut-être un peu plus de signification, peut-être une touche d'émotion aussi. Et aujourd'hui, ben, les ordinateurs sont capables de faire exactement le même processus un peu de traduction artistique. Et je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont au courant du projet Loving Vincent, qui est un film fait sur la vie de Vincent Van Gogh, entièrement à l'aide de peinture. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'est un travail monumental, à une vitesse de peut-être 12 peintures par seconde. Ça prend plus de 65 000 peintures compléter le film. Ça a pris le travail d'une centaine de peintres pendant près de 5 ans. Et en ce moment, ben, le film a des problèmes de budget. Ils ne sont pas capables de terminer le film parce qu'il manque d'argent. Et c'est intéressant de penser qu'il aurait pu juste filmer le film avec des vrais acteurs et utiliser une intelligence artificielle comme Prisma pour venir un peu transformer le film et lui donner un peu une touche à la Vincent Van Gogh. Donc, tout ça, c'est juste pour vous donner, par exemple, un peu de perspective, un travail de 5 ans avec une centaine d'êtres humains qui pourrait être fait avec l'intelligence artificielle en l'espace de peut-être une journée. Plus récemment, Adobe, on a vu leur nouveau projet de Style Transfer où on peut prendre une photo, par exemple, de San Francisco dans la journée. La photo est un peu plate. On peut montrer à l'ordinateur une photo d'une autre ville la nuit. Et l'ordinateur va merger les deux photos. En fait, il va garder San Francisco, mais il va appliquer le style de nuit avec les lumières. Et on obtient un résultat qui est absolument incroyable. Et ça, c'est vraiment une technologie qui existe, qui fonctionne et ça s'en vient. Et je pense que ça va vraiment révolutionner le monde de la photographie. On peut se faire du style transfer au niveau de la 3D. Donc, un autre projet d'Adobe qui permet justement d'appliquer n'importe quel style graphique à des formes 3D de façon instantanée. On peut faire du style transfer au niveau de la musique. Donc, par exemple, transformer une musique de métal, puis on lui donne un style country. Ou même de l'écriture. Donc, par exemple, prendre une phrase écrite en anglais normal, puis lui donner un style un peu à la Shakespeare. Donc, une petite prédiction pour vous aujourd'hui. Le style transfer, c'est vraiment de quoi qui fonctionne. Dans quelques années, on va pouvoir en faire en haute qualité et en temps réel pour tous les types de médias, que ce soit photo, vidéo, audio, etc. Et dans tous les outils de création, que ce soit Photoshop, After Effects, etc. Parlant de Photoshop, Adobe fait aussi beaucoup d'intelligence artificielle récemment, particulièrement avec leur nouveau projet qui s'appelle Adobe Sensei, qui est en fait la division d'intelligence artificielle d'Adobe qui veut utiliser la technologie pour rendre le design accessible à tous. Donc, il a annoncé toute une nouvelle série de fonctionnalités, donc entre autres Sky Replace, qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour transformer, pour prendre une photo, par exemple, ici que le ciel n'est pas super beau, la photo est surexposée, et instantanément, on va aller remplacer le ciel avec un ciel de meilleure qualité. Donc, petite démo. Let's load the sky image first. How about this one? So now let's click Replace Sky and let's see what will happen. Here we are. So we have a new photo with a new sky. Donc, c'est vraiment intelligent. En fait, l'ordinateur est capable de comprendre la différence entre le ciel et l'édifice et vient remplacer le ciel de façon instantanée. Mais encore plus intéressant que ça, si vous regardez les exemples, c'est pas juste un travail de masquage qui est fait, mais l'ordinateur vient tout retravailler la colorimétrie, la luminosité de l'image pour l'adapter au nouveau ciel. Donc, c'est vraiment un travail de designer qui est fait, un travail qui pourrait prendre peut-être 30 minutes, qui est fait de façon instantanée avec l'intelligence artificielle. Un autre projet, c'est Color Chameleon, qui utilise un peu la même technologie pour retravailler la couleur des images. Donc, imaginez que vous avez un flyer de voyage comme ça, et les photos ne fonctionnent pas nécessairement avec votre palette de couleurs. Donc, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour venir retravailler la couleur de chacune de vos images instantanément pour la faire fonctionner avec votre design. How about a single click with Color Chameleon? Yeah. How about that? Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après la transformation, le designer peut aller un peu dans le background puis peut-être faire des petits ajustements pour peut-être corriger des trucs qui n'auraient pas été faits super bien par l'ordinateur. Concept Canva aussi très intéressant, qui utilise l'intelligence artificielle pour faire de la recherche d'images. Donc, imaginez que vous avez un sketch comme ça pour votre nouveau design. Vous cherchez une photo d'une personne dans le coin à gauche. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire, dans le fond, juste créer avec l'outil de forme, créer un rectangle par-dessus cette zone-là, renommer la forme personne. Et l'intelligence artificielle va trouver toute une série d'images qui fonctionnent avec la composition, avec le sketch que vous avez.
Et ça, c'est un exemple simple, mais on peut faire des trucs plus complexes. Par exemple, avoir un carré personne et un carré chien. Et encore une fois, on a les résultats. Et après, on peut déplacer les rectangles et les résultats vont s'updater en temps réel pour nous donner une photo qui matche la composition qu'on recherche. Et on peut faire des trucs même plus complexes encore. Chercher une personne avec un parapluie et une étendue d'eau derrière. Et encore une fois, on a des résultats instantanés. Là, je vais parler de Generative Design, qui est selon moi la partie la plus intéressante de ma présentation. Donc, plus tôt dans la présentation, j'avais montré comment on utilisait l'évolution et la sélection naturelle pour faire évoluer un cerveau. Mais on peut utiliser le même principe aussi pour faire évoluer du design. Donc suivez-moi. Imaginez que vous essayez de faire un design fonctionnel qui va être le meilleur design au monde pour attraper un cube. Donc, vous créez un univers virtuel avec le cube dans le centre. Vous mettez deux individus de chaque côté de la zone et vous les faisiez se battre pour attraper le cube. Et dans le fond, c'est vraiment le principe d'évolution de sélection naturelle. Chaque fois qu'un individu va réussir à attraper le cube, il va survivre, il va évoluer, il va passer à la génération suivante. Et entre chaque génération, on va rajouter des couches de mutations aléatoires. Et l'individu qui n'attrapera pas le cube, il va juste mourir, il va juste être effacé. On répète le processus des millions de fois et on va voir toute une série de stratégies qui va être évoluée par l'ordinateur pour attraper le cube. Donc, certains des personnages vont développer des bras pour aller chercher le cube, d'autres vont développer des boucliers, d'autres vont juste ignorer le cube et aller directement attaquer l'adversaire. Donc, ça, c'est l'idée derrière le projet Dreamcatcher de Autodesk qui veut utiliser le même principe pour faire des designs fonctionnels. Donc, imaginez que vous êtes un designer, vous voulez faire un drone. La première étape, ça va être d'aller voir, ça va être de travailler avec l'ordinateur, de spécifier tous les objectifs de votre design. Donc, peut-être les dimensions du drone, est-ce que c'est un gros drone, petit, le poids, dans le fond, je veux un petit drone que je vais pouvoir tenir dans ma main, qui va être assez léger que ça ne sera pas fatigant. Spécifier les matériaux, évidemment, il faut que ça soit aérodynamique. Et en fait, l'ordinateur va prendre tous ces objectifs-là, va générer instantanément une série de designs pour vous et va faire évoluer le design en le faisant combattre avec vos objectifs préalablement établis. Donc, pour le designer, on va littéralement voir le design évoluer devant nos yeux. Et même si c'est pas tout, à tout moment dans le processus, le designer peut peser sur pause et rediriger le processus de design, dire « Ah, finalement, je voudrais que mon drone soit plus léger ou qu'il soit plus large. » Et même, je regardais la présentation de Mike Haley, qui est le chef en AI chez Autodesk, et la vision qu'ils ont pour le produit, ce serait même qu'on pourrait aller chercher une photo sur Google Images, la montrer à l'ordinateur, dire « Je veux que mon design soit plus comme ça », et l'ordinateur pourrait interpoler le design pour le rendre plus ou moins vers mon exemple. Donc, Airbus utilise la technologie aujourd'hui pour créer ses pièces d'avion. Donc, ici, on a un exemple, on crée un compartiment, un panneau à l'intérieur d'un avion. Et ce qui est intéressant avec cette utilisation-là de la technologie, c'est qu'au final, le panneau est 10 fois plus résistant et 10 fois plus léger que la version originale. Donc, le Generative Design, je trouve que c'est vraiment incroyable. En fait, ça vient changer complètement le processus de design. Alors qu'autrefois, un designer qui avait une idée allait à la table à dessin, faire des sketchs, construisait un prototype, ensuite allait tester le prototype, faire de l'itération pour arriver au résultat final. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient prendre toutes les étapes du milieu du processus de design pour les faire de façon instantanée. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer de l'idée au résultat final de façon très, très, très rapide. Et au final, la technologie permet de rendre le design incroyablement plus accessible parce qu'on n'a pas besoin de connaître tous les petits détails du processus de création d'objets. C'est incroyablement rapide. On arrive à un résultat qui est objectivement optimal, donc qui répond parfaitement à nos objectifs du départ. Et des fois, on va avoir des solutions qui sont pensées par l'ordinateur qui auraient été impossibles de penser pour l'être humain. Donc ça, c'est un exemple pour le design d'objets, mais on l'utilise aussi dans la publicité. Donc, alors qu'avec Dreamcatcher, j'utilisais les dimensions, le matériau, le poids, etc. pour diriger l'ordinateur, dans la publicité, on va utiliser le taux de conversion. Donc, même processus, en fait, l'ordinateur génère des milliers et des milliers de publicités, il fait des tests de typographie, des tests d'image, des tests de texte, et il va seulement sélectionner les designs qui fonctionnent le mieux, il va les faire évoluer, les faire se merger ensemble. À chaque nouvelle étape, il rajoute une certaine dose de changement aléatoire. Et au final, on arrive à une publicité qui est vraiment optimisée. Trump a utilisé l'intelligence artificielle dans sa campagne en 2016, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé. Et ça, c'était grâce à son directeur de publicité, Gary Kobe, qui a fait un partenariat avec Cambridge Analytica, qui est une firme de big data à Londres. Et là, ça s'en vient un peu dark. Cambridge Analytica, qui possède 5000 points d'information sur près de 70% de la population américaine.
Donc, ils ont toutes mappé la population américaine en fonction de leur psychologie, leur profil psychologique, leur salaire, leur opinion politique, etc. Et ils ont utilisé le Generative Design pour faire des publicités qui étaient parfaitement ciblées à chacune de ces personnes-là. C'est ce qu'on appelle du A/B testing on steroids. Et dans le top de la campagne de pub, ils testaient jusqu'à 150 000 publicités différentes par jour. Donc, encore une fois, quelque chose qui serait impossible à faire avec des êtres humains. Un autre exemple, dernier exemple que je voulais parler, que je ne savais pas trop plugger, c'est pas nécessairement du Generative Design, mais ça ressemble un peu. C'est une startup qui s'appelle Logojoy, qui utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des logos. Donc, quand ça fonctionne, c'est que vous allez sur le site, vous entrez le nom de votre compagnie, vous choisissez des styles qui vous intéressent, donc différents styles graphiques. Ensuite, vous pouvez choisir la palette de couleurs qui représente le plus, selon vous, votre compagnie. Vous pouvez rentrer, par exemple, un slogan. Et choisir des icônes qui représentent visuellement qu'est-ce que vous essayez de faire avec votre compagnie. Et au final, l'intelligence artificielle va générer instantanément une quantité infinie de propositions de logos. Et ça, c'est un service que vous pouvez utiliser en ce moment, c'est en ligne. Et ce qui est même intéressant, c'est que vous pouvez choisir votre logo et faire des nouvelles générations d'itérations, donc demander de raffiner certaines idées et collaborer avec l'intelligence artificielle pour arriver avec un logo final qui vous convient parfaitement. Ça, c'est une nouvelle compagnie. Ils ont déjà créé plus de 2 millions de logos. Encore une fois, quelque chose qui serait impossible à faire avec des designers humains. Très bonne satisfaction des utilisateurs, que j'ai oublié de le rajouter, mais un logo coûte 65 $. Donc, ça va être dur de compétitionner avec des startups comme ça dans le futur. Donc, je vous ai présenté toute une série de nouvelles compagnies, en fait, qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire de la création. Quand on regarde un peu la tendance dans tous ces exemples-là, souvent on voit des résultats qui sont infinis. Donc, on est capable de générer instantanément une quantité infinie de design de façon instantanée. Beaucoup de ces services-là sont gratuits ou sinon très peu coûteux comparé à ce que ça coûterait pour engager un designer. Et des fois, on arrive à de la qualité qui est égale ou supérieure à un produit créé par un humain. Donc, ça amène à la question, est-ce que c'est la fin des designers? Est-ce qu'on devrait avoir peur? Est-ce qu'un jour, on va pas se lever et on va être comme le champion du monde de Go, puis le craft qu'on a développé toute notre vie, on va être simplement remplacé par un gros bouton vert qui va s'appeler design et que les gens vont pouvoir utiliser pour créer du design. Donc, j'ai toute une série de conclusions par rapport à ça. Une anecdote intéressante par rapport à Go, c'est Fan Hui, qui était un des champions du monde de Go, qui a collaboré avec Google pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc, cette personne-là, à chaque jour, allait dans les bureaux de Google pour se pratiquer contre l'intelligence artificielle. Et ça a duré 3 mois. Au début du processus, c'était le numéro 133 mondial. Et ça faisait des années qu'il n'avait pas bougé dans le classement. Et après le 3 mois, il était déjà rendu dans le top 300. Donc, on voit vraiment que la collaboration avec l'intelligence artificielle, ça a permis à cette personne-là de se développer à un niveau qui n'aurait pas été possible auparavant. Aussi, l'intelligence artificielle, je trouve, c'est juste un peu l'évolution naturelle de nos outils. Photoshop a énormément évolué depuis les 10-20 dernières années. Et selon moi, l'intelligence artificielle, c'est un peu ce qui va prendre la relève et qui va permettre à Photoshop de continuer à évoluer dans les prochaines années. Et je me rappelle une anecdote comme ça, quand j'étais à l'école, un de mes professeurs qui chialait un peu que les étudiants l'avaient trop facile à cette heure avec Photoshop. À l'époque, ça pouvait prendre, il disait, à l'époque, ça prenait jusqu'à 2 heures, par exemple, d'étourer un oiseau dans Photoshop. Et à cette heure, avec les nouveaux outils de détourage, on pouvait faire le même travail en dedans de 5 minutes sans vraiment trop s'y connaître. Et moi, ça m'a frappé parce que le professeur en parlait un peu avec la rancune, comme s'il y avait une partie du craft, du design, qui était perdue dans l'évolution des outils. Puis moi, en tant qu'étudiant, ça a juste marqué, je trouvais ça ridicule, en fait, de passer 2 heures à faire un travail que je pourrais juste faire en dedans de quelques minutes avec des outils plus poussés. Donc, après ça, je pourrais utiliser le reste de mon temps pour faire des trucs plus intéressants. Et c'est un peu la même philosophie que j'applique à l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça va entraîner une nouvelle approche au niveau du design. Donc, vous êtes tous au courant un peu de l'espèce de concept de intelligent design versus évolution. Donc, un peu la vision créationniste versus l'évolution qui dit que, dans le fond, c'est plus un processus de hasard sur des millions d'années. Et je pense que c'est un peu la même processus qui va se passer dans le monde du design. Comme aujourd'hui, le designer, c'est un peu comme un dieu qui fait tous les détails dans le design. Et je pense que dans les prochaines années, ça va plus devenir un processus d'évolution. Donc, ça ne sera plus vraiment de la création pure, mais ça va être plus un processus de découverte assisté par l'intelligence artificielle. Donc, d'une certaine façon, le designer va devoir changer de rôle. Il va devenir un peu plus comme un mentor
qui va devoir travailler avec l'intelligence artificielle pour arriver au résultat final. Donc, le travail d'équipe, ça va devenir de quoi de très, très, très important avec l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est vraiment important en tant que designer un peu d'embrasser cette nouvelle technologie-là plutôt que d'essayer de la repousser. Parce que c'est vraiment, je pense, les designers qui vont l'embrasser, qui vont vraiment pouvoir performer le plus sur le marché du travail. Et aussi, ce que ça va entraîner, c'est une certaine démocratisation du design. Donc, comme Adobe disait, ils veulent rendre le design accessible à tous par l'intelligence artificielle. Et un peu notre super pouvoir en tant que designer, c'est notre capacité à parler visuellement, à visualiser dans notre esprit des idées. Et ça, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, mais c'est souvent quelque chose de frustrant quand on collabore avec des clients qui n'ont pas nécessairement cette capacité-là, qui ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent, ils disent « Ah, je ne sais pas ce que je veux, mais je veux le savoir, mais que je le vois ». Et c'est vraiment ça, je pense, que l'intelligence artificielle va permettre d'amener, c'est que en étant capable de générer des milliers et même des millions de concepts graphiques instantanés, bien, ça va permettre les gens qui n'ont peut-être pas nécessairement cette capacité de visualisation-là de pouvoir faire du design. Et un peu de la même façon, bien, ça va aussi régler toutes les difficultés techniques à créer des designs. Donc, ça va vraiment rendre le design beaucoup plus accessible. Dans les prochaines années, d'après moi, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas faire de design auparavant, qui vont pouvoir faire du design maintenant. Inévitablement, ça va probablement entraîner une perte de l'emploi pour certains designers et peut-être même une baisse de salaire pour les designers aussi. Mais selon moi, si vous travaillez dans des grosses entreprises, des grosses organisations, vous faites du travail vraiment créatif, je ne pense pas vraiment qu'il y a de danger là, mais je vois plus une opportunité au niveau des PME qui vont vraiment, selon moi, utiliser l'intelligence artificielle pour créer des logos, pour créer des sites web, et alors qu'ils ne pourraient pas nécessairement se payer un designer à temps plein. Donc, juste finir un peu au niveau de l'emploi. Dans le fond, je parle de l'emploi dans le domaine du design, mais c'est un peu ce qu'on voit dans tous les autres domaines, autant avec les self-driving cars de Uber, ou on a vu plus récemment le projet d'Amazon qui veut créer des épiceries qui n'auraient aucun employé sur place. Et vous avez tous entendu parler un peu de la recherche qui a été faite à Oxford qui disait que 47% des emplois pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle d'ici 2034. Et souvent, nous, en tant que designers, on se trouve spécial. Notre travail, c'est un travail qui est plus créatif. Et on pense qu'on va être peut-être à l'abri de ça, mais selon moi, pas vraiment, de par les exemples que je vous ai montrés aujourd'hui. Et on pourrait avoir la réaction inverse de vouloir stopper l'intelligence artificielle, de vouloir un peu se protéger contre ça, mais je pense pas que c'est la bonne approche. L'intelligence artificielle, c'est de la technologie. Selon moi, fondamentalement, la technologie, ça permet de régler des problèmes. Et on le voit aujourd'hui, en fait, la qualité de vie qu'on a aujourd'hui est incroyable grâce à la technologie. Et l'intelligence artificielle, ça va permettre de pousser, en fait, cette qualité de vie-là encore plus haut. Et c'est pour ça, selon moi, qu'on ne devrait pas essayer de bloquer l'intelligence artificielle, mais on devrait plus l'embrasser et trouver comment dealer un peu avec les parties plus négatives de la nouvelle technologie. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? OK, ben je pourrais montrer un autre truc, peut-être 2 minutes, là, qui fait un peu flipper. Ah oui, question, oui. En fond, la question c'était, où est le plan d'affaires de la compagnie qui permet de générer gratuitement de la musique? Vous pouvez télécharger la musique de façon gratuite, mais vous acceptez de parler, dans le fond, de mentionner la compagnie. Si vous ne voulez pas avoir à mentionner la compagnie, vous pouvez payer, je pense, 99 cents pour télécharger la musique puis avoir les droits sur la chanson. D'autres questions? Personnellement, je crois que oui, surtout pour les radiologistes, que c'est déjà rendu pas mal du niveau humain. Mais je pense que les radiologistes vont pouvoir plus se concentrer sur l'aspect relationnel avec le client, l'aspect humain, puis collaborer avec l'intelligence artificielle pour justement la laisser faire un peu le travail plus technique, puis eux se concentrer sur le travail plus humain. Et une autre anecdote comme ça sur la reconnaissance d'image, on est aussi capable de faire de la reconnaissance d'image pour reconnaître les émotions dans le visage humain. C'est de quoi que je n'étais pas trop sûr si je voulais parler. Mais vous pourriez vous imaginer de pouvoir utiliser cette technologie-là pendant que vous faites des tests utilisateurs pour vraiment voir c'est quoi que vos utilisateurs pensent vraiment. Et d'obtenir un peu de... Ça permettrait comme de faire des tests utilisateurs, mais de quantifiables, dans le fond, d'avoir vraiment des données réelles sur les émotions de l'utilisateur. Donc, ça aussi, c'est une autre façon que je pense que l'intelligence artificielle va affecter le domaine du design. Est-ce que tu peux donner un exemple? Si justement, mettons que tu testes une application,
sur ton téléphone, ben, tu aurais une caméra qui filme l'utilisateur. Et l'intelligence artificielle est très très bonne pour juste détecter les petits changements dans le visage et de pouvoir savoir l'émotion de la personne en temps réel. Et donc ça serait de quoi je pense qu'on pourrait utiliser dans les tests utilisateurs prochainement pour justement quantifier les tests utilisateurs qui sont souvent très subjectifs, donc rajouter une petite dose d'objectivité là-dedans. Ah ouais, je peux montrer un exemple. OK. J'ai écrit un article sur l'intelligence artificielle et la fin de la vérité. Adobe qui a annoncé aussi un espèce de Photoshop pour la voix. Donc peut-être une petite démo. And I kissed my dogs and my wife. Okay. Dans le fond, vous donnez un enregistrement audio à l'ordinateur, puis l'ordinateur va pouvoir en fait vous donner en fait le texte de cet audio-là. Et après ça, vous pouvez aller dans l'éditeur de texte, changer le texte et ça va générer un nouvel audio. Let's do it. So let's remove the word my here Your secret's out, Jordan. and just type the word Jordan. Ooh. And here we go. And I kissed Jordan and my dogs. Et donc, on est capable de venir un peu photoshopper l'audio, comme on peut photoshopper des images aujourd'hui. Et il y a une autre technologie aussi qui s'en vient, ça s'appelle Face-to-Face, qui permet de photoshopper des vidéos. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez une vidéo YouTube de George W. Bush, et la personne à droite est capable de tout changer ses expressions faciales en utilisant l'intelligence artificielle et la face recognition. Donc, imaginez merger ces deux technologies-là. Donc, on pourrait littéralement prendre une vidéo de n'importe qui, enregistrer votre ami et lui faire dire absolument n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui s'en vient. Non, mais c'est ça justement que j'allais parler. Tu sais, des vidéos comme, mettons, Trump, avec ces grosses vidéos controversiales, ben là, dans un monde où l'intelligence artificielle est rendue à la portée de tout le monde, ben, il aurait pu facilement dire « c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, il y a quelqu'un qui a juste modifié l'audio ». Personne n'aurait jamais vraiment pu le savoir, en fait. Puis, même truc au niveau du légal aussi, tu sais, c'est quoi qui va constituer une preuve en cours, une preuve admissible en cours, un coup que l'intelligence artificielle va permettre de transformer tous les médias autant qu'on veut. Un enfant de 12 ans pourrait faire du Photoshop vidéo. Donc, je pense que vraiment, dans les prochaines années, le monde va vraiment se transformer. On va un peu redéfinir qu'est-ce que c'est la vérité. Ça va devenir un concept beaucoup plus flou. Et c'est de quoi d'un peu inquiétant quand on voit déjà ce qui se passe aux États-Unis avec les alternative facts. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va vraiment amplifier ce problème-là, potentiellement fois 1000. Donc, ouais, c'était ma parenthèse. Ouais, c'est ma question. Ouais. Donc, merci beaucoup.